mes petits panneaux là avec les titres. On va terminer le grand 1 sur la relativité et donc sur le relativisme moral par rapport au cours sur le bonheur. Bon, alors, euh, attendez, là, ça va faire du son haché, donc je laisse passer quelques petits 3, les limites du relativisme moral. Bon, en fait, malgré tout ce qu'on vient de dire, je crois qu'on n'a pas le droit de conclure que tout est relatif. C'est vrai qu'on ne peut pas faire le bonheur des autres à leur place, c'est vrai qu'il y a une multitude de styles de vie différents qui peuvent tout à fait remplir les hommes de contentement, mais je crois que c'est pas du tout une raison qui autorise à poser que le bonheur est relatif. Alors, pour justifier cette idée, je vous propose en fait de faire un petit crochet, un petit détour par quelques considérations pascaliennes sur Blaise Pascal. Blaise Pascal, en fait, a une vision, me semble-t-il, beaucoup plus exacte de l'activité humaine et notamment de l'agitation humaine. C'est-à-dire que Pascal interprète complètement différemment le fait que les hommes cherchent le bonheur dans des directions différentes, et pour lui ça n'est absolument pas quelque chose de positif, ça n'est absolument pas en fait la preuve de, comment dire, de l'essence du bonheur, mais il me semble qu'en fait il y voit plutôt une forme d'échec du bonheur qui à mon avis est enfin, finalement philosophiquement beaucoup plus cohérente, conséquente. Je vais faire ici appel à la notion de divertissement. Alors, Pascal, dans des propos extrêmement célèbres, dit que les hommes se jettent à corps perdu dans des activités multiples, toutes différentes les unes des autres, et qu'il y a à cela une raison unique. Hein, il dit mais comment ça se fait? Comment ça se fait que des gens qui ont du bien, en fait qui auraient tout pour être heureux, qui ont voilà la santé, la jeunesse, la beauté, la fortune, enfin bon voilà, qui peuvent vivre sans travailler, etc. Comment ça se fait qu'on voit des aristocrates en fait fortunés s'engager dans des querelles insensées, dans des projets qui n'aboutiront pas, partir à la guerre pour récolter la gloire, se lancer dans des affaires commerciales douteuses dans lesquelles ils vont peut-être tout perdre, se lancer dans des intrigues complètement florentine, enfin extrêmement complexe pour acquérir quoi, le privilège d'assister, d'être parmi les plus proches du roi et d'avoir la chance, le bonheur d'assister, vous savez, au petit lever. Le petit lever, ce sont les courtisans les plus proches du roi qui avaient l'honneur d'assister donc au lever du roi, c'est-à-dire d'avoir le roi déféquer en fait sur sa chaise percée le matin. Voilà, ça c'était un honneur que les courtisans recherchaient. Alors Pascal s'est dit mais pourquoi est-ce que en fait les gens les aristocrates qui pourraient être finalement les extrêmement heureux, quoi, qui ont tout ce que les hommes recherchent, pourquoi se battent-ils, intriguent-ils pour en fait, des biens complètement misérables? Alors on pourrait se dire, bah, c'est peut-être parce que le bonheur est relatif et que bon, je sais pas, moi, ça me plairait pas, par exemple, de voir je sais pas, un type en perruque sur sa chaise percée en train voilà de faire ses besoins, mais bon, peut-être que après tout que ça convient à certaines personnes. Bon, je suis peut-être pas bien placé pour en juger, je sais pas, tout est relatif. Bon, alors non, en fait, le, le l'interprétation qu'en donne Pascal, c'est pas ça. C'est que si les hommes en fait font finalement n'importe quoi, y compris des choses complètement insensées en fait, pour trouver du contentement, c'est peut-être parce que les hommes ne peuvent pas rester en repos, comme écrit Pascal, personne ne peut rester en tête-à-tête avec lui-même une journée entière. Et donc, en fait, voilà, des aristocrates fortunés qui auraient tout pour être heureux ne peuvent pas se contenter de vivre la vie de château dans l'isolement, dans la retraite. Ils ont besoin d'action, ils ont besoin d'activité, parce qu'en fait, nous avons besoin d'activité. Hein. Donc, c'est pas la preuve que le bonheur est relatif, c'est preuve que les hommes, en fait, ne peuvent pas être heureux. C'est le contraire, en fait. C'est exactement le contraire. C'est pour ça que Pascal est un observateur, me semble-t-il, beaucoup plus conséquent de la vie humaine, de la nature humaine, même si c'est pas non plus très optimiste. Mais bon, ça c'est Pascal, c'est toujours extrêmement pessimiste. Et il en donne une série d'exemples, c'est-à-dire que
bah voilà, même un roi, on pourrait se dire, voilà, le roi, enfin d'après les opinions communes des hommes, le roi possède en fait tous les biens qui devraient conduire au bonheur, la gloire, la richesse, le pouvoir, enfin bon, qu'il veut dans son lit, etc. Donc, bah, à partir de là, en fait, il devrait être heureux. Eh bien non, on lui met tout le temps toutes sortes de spectacles insignifiants sous les yeux, et puis en fait, une fois qu'il a épuisé tous les spectacles, il est allé à la chasse, qu'il est allé au ballet, à la danse, etc. Eh bien, on sort les tables, on sort les cartes, et donc il va jouer comme le dernier cocher de son royaume. Hein, pourquoi? Bah, parce que toujours, encore une fois, un homme ne veut pas supporter d'être seul avec lui-même et de voir en fait en face la vérité de sa condition. Hein, c'est ça l'idée de Pascal. C'est que en fait, nous avons besoin d'agitation pour ne pas nous retrouver seuls avec nous-mêmes, parce que la solitude avec nous-mêmes, la lucidité, sont en fait des choses insupportables, parce que si on réfléchit bien bah, sur soi-même, sur son sort, eh bien, on verra inévitablement les maux qui nous menacent. Donc, un roi verra, voilà, les complots, la maladie, la vieillissement, la mort qui l'attendent comme n'importe lequel de ces sujets, finalement, comme le dernier de ces sujets. Et c'est là une vision insupportable et humiliante finalement pour l'homme. Et donc nous avons besoin de diversion, nous avons besoin de divertissement. Un roi sans divertissement est aussi misérable que le dernier de ses sujets. Hein. C'est ça l'idée, l'idée de Blaise Pascal. Et alors il en donne une illustration qui est restée célèbre et dont il faut se souvenir quand on parle du divertissement. Hein. Prenez un chasseur qui va passer sa matinée à courir après un lièvre. Bon, si vous lui proposiez le lièvre au début, avant sa chasse, c'est-à-dire lui dire, bon écoute, plutôt que d'aller t'esquinter dans les ronces pendant toute la matinée, là, et puis à la fin tu vas revenir à midi avec ton lièvre, comme ça, hein, tu sais quoi, je te le donne. Donc t'as pas besoin de t'esquinter, de te donner des rhumatismes, etc. Je te le donne, ton lièvre, et puis voilà, comme ça voilà, tu pourras le manger ce soir. Eh bien non, en fait, aucun chasseur n'en voudrait, parce que en fait, ce que le chasseur recherche, c'est pas le lièvre, c'est pas la prise. Ce qu'il recherche, c'est la cour, dit Pascal. La cour, c'est le fait de courir, en fait. Hein, ce que les hommes cherchent, c'est à s'agiter, à se donner en fait de l'agitation, de l'occupation. C'est pas tellement le but. Les buts que les hommes cherchent finalement sont souvent tout à fait anecdotiques et sans intérêt. Hein, regardez, je sais pas moi, les hommes qui ont une fortune extrême, bon, qui donnent tout pour ça, toute leur vie, leur énergie, leur intelligence. Bon, en fait, au bout d'un moment, la fortune, ça veut plus rien dire. Regardez, euh, j'avais pris cet exemple avec les ES, je crois, c'était oui, Bill Gates qui a fait don de combien 99% de sa fortune, je crois, à des œuvres de charité. En fait, au bout d'un moment, quand on est extrêmement riche, bah, on ne peut plus dépenser l'argent. C'est ça le grand malheur de la richesse, hein, c'est que finalement, au-delà d'un certain stade de fortune, bah, on ne peut pas dépenser humainement des millions de dollars. Hein. Alors, j'avais pris un autre exemple, pardon, avec les terminales ES, c'était Tim Cook, qui, je crois, est l'actuel PDG enfin CEO d'Apple, et qui a diminué par 100 son salaire, c'est-à-dire qu'il avait une rémunération annuelle de 400 millions de dollars. 400 millions de dollars, ça fait un peu, vous voyez. Et en fait, il a trouvé que c'était quand même un peu trop, et donc il a ramené sa rémunération annuelle à 4 millions de dollars. Donc il a divisé son salaire annuel par 100. Hein, et je crois qu'au fond, ça revient exactement au même. Enfin, je veux dire, les gens ont applaudi en disant ah formidable, quel philanthrope, etc. Mais en fait, pour lui, ça lui coûte rien. C'est pareil de gagner 4 millions ou de gagner 400 millions. Je crois que de toute façon, on peut pas manger pour 400 millions de homards dans l'année. Hein, on peut pas rouler dans X voitures à 400 millions. Enfin, vous voyez, en fait, c'est des sommes d'argent qu'on peut pas dépenser. Donc finalement, les hommes se mettent à chercher avec passion, avec fureur des biens dont en fait ils ne voudraient même pas. Hein. Pourquoi? Parce que finalement, les hommes ont besoin de se divertir. Ils ont besoin de tromper leur ennui, ils ont besoin de se donner de l'agitation parce que les hommes ne peuvent pas être heureux. Et c'est la grande thèse, alors là pour le coup, de Pascal, le pessimisme radical. En fait, en dehors de la religion, les hommes ne peuvent pas trouver le bonheur parce que alors c'est un chrétien qui parle, hein, c'est le pessimisme chrétien radical. Kant n'est pas aussi pessimiste, mais Pascal l'est à coup sûr. En fait, les hommes, depuis qu'ils ont été chassés du paradis, sont inconsolables. Ils ont au fond d'eux-mêmes
un vide, un néant qu'ils ne peuvent combler. Ils peuvent toujours s'agiter dans tous les sens, faire l'épître, etc. Ils ne pourront jamais retrouver en fait la complétude de l'union avec Dieu. Finalement, il n'y a qu'une seule chose qui puisse calmer le cœur des hommes, hein, contenter les hommes, c'est de retrouver l'amour de Dieu. Bon, voilà, donc conclusion très chrétienne, comme toujours chez Pascal. Mais il me semble que l'intérêt, c'est cette espèce de lucidité féroce. Hein. Et un poète français a dit finalement quelque chose de très juste qui rentre tout à fait dans le cadre du divertissement pascalien. C'est Musset, Alfred de Musset, qui au XIXe siècle écrivait ce vers demeuré célèbre: qu'importe le flacon pourvu qu'on ait de l'ivresse. En fait, c'est ça le relativisme. Qu'importe le flacon, c'est-à-dire en fait peu importe finalement l'activité qu'on choisit. Ça veut pas dire qu'on va être heureux de toutes les façons possibles. Non, ça veut dire qu'en fait le but c'est l'ivresse, c'est-à-dire en fait c'est l'hébétude, c'est le fait de comment dire, perdre la lucidité, de ne plus voir en face la réalité. Voilà, c'est la seule chose que les hommes recherchent. Donc finalement, le relativisme, vous voyez, c'est toujours finalement une forme de mauvaise foi, c'est une façon de pas vouloir voir la réalité en face. Je vous donne un exemple qui est vraiment un exemple, mais ultra simple. Imaginez que vous ayez un ami qui fait un héritage. Donc voilà, ce malheureux était orphelin et puis il avait une riche tante fortunée qui, pas de chance, a chopé le coronavirus et là, malheur, bon, elle est morte. On est très triste, et elle lègue une fortune immense, vous savez, comme ces spams qu'on reçoit souvent, une fortune immense à votre ami Hippolyte. Bon, et donc vous allez voir Hippolyte et vous dites: ah, mais dis donc, mon cher ami, quelle chance tu as, tu es maître maintenant de décider de ton destin, tu vas pouvoir, je sais pas, mener l'existence qui te convient, tu n'auras plus aucune contrainte financière, tu vas pouvoir choisir, je ne sais pas moi, de voyager, ou bien au contraire de faire des études qui te plaisent pour le plaisir et pas forcément pour un métier. Tu auras le choix entre travailler si cela te plaît ou bien te consacrer à une activité plus substantielle encore. Tu n'auras pas besoin d'avoir un gagne-pain, tu pourras aller où tu veux. Bon, et là, votre copain dit: non, ah non, pas du tout, non, c'est pas ça que je vais faire. En fait, non, je vais plutôt me retrancher chez moi. Et puis commander des pizzas et puis en fait commander tous les jeux que j'ai sur ma PlayStation et voilà jusqu'à la fin de mes jours. Et vous dites: mais non, mais voyons, malheureux, ne fais pas ça. Regarde, tu as le choix de faire je sais pas tout le style de vie qui te plaît et toi tu étais là à te dire: ok, donc je vais m'affaler sur ma banquette et puis avoir une espèce de vie bon pas très excitante, il n'y a pas trop d'aventures hein, quand même, et une vie renfermée, et donc bon, je sais pas, vous débattez comme ça, et là votre ami Hippolyte vous dit: non mais écoute, tu sais quoi, en fait on peut pas se comprendre toi et moi, parce que toi t'es un petit bourgeois, tu me parles des études, des voyages et tout, bon, en fait non, on peut pas se comprendre, parce que en fait voilà, chacun sa vie, chacun son bonheur, quoi, tout est relatif finalement. Alors vous voyez qu'ici typiquement le discours du relativisme, en fait, c'est une forme de mauvaise foi, quoi. C'est-à-dire quand quelqu'un fait un choix en fait qui vous semble bon, pas très judicieux, et qu'il vous rétorque en fait que finalement tous les goûts sont dans la nature et que il faut accepter la relativité totale du bonheur. En fait, c'est juste une façon de dire: écoute, non, j'ai pas envie de discuter avec toi, quoi. Hein, j'ai pas envie de réfléchir véritablement au bien fondé de mes choix. Et on retombe encore une fois sur l'idée que le relativisme est souvent quand même une doctrine un petit peu immature pour se donner le droit en fait de faire des choix qu'on ne discutera jamais. Hein, voilà. Donc bon, j'en reste là. Là, je vais bientôt mettre en ligne la suite de ces vidéos, donc le grand 2 et le grand 3. Voilà, je vous laisse, à bientôt.